Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB saison 1, épisode 12. C'est parti. Mehdi Roland au micro dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre belle cité biterroise, avec en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Nicolas Webel du bistrot de l'Hôtel de Ville. On va parler gastronomie, produits locaux également. Et Michael Douto, président du cercle d'entrepreneurs biterrois. Il est déjà là et il sera dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique mais néanmoins éclairée cet échange avec Nicolas Webel. C'est parti. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir donc, au bistrot de l'Hôtel de Ville. Ravi de vous recevoir dans cet établissement et dans notre établissement. Justement, on va parler de l'établissement parce que c'est super intéressant. Donc là, on est à la place des 3-6. Oui. C'est à l'ancienne place où il y avait la poste à l'époque, l'ancienne poste. Hein. C'est ça. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que ça a été baptisé place du Forum d'ailleurs. Oui. Et là, on est place du 3-6, donc c'est juste à côté, à quelques mètres. Et puis on est également à quelques mètres, justement, on en parle, de la mairie. C'est d'où le nom du bistrot de l'Hôtel de Ville, hein, c'est ça même. Juste à côté. Donc peut-être pour commencer, peut-être te présenter déjà, savoir qui es-tu Alors, déjà peut-être présenter le bistrot de l'Hôtel de Ville. Alors pourquoi bistrot de l'Hôtel de Ville? C'est simple en termes de choix de nom. Effectivement, on est face à la mairie. Et d'autre part, ici c'est une cuisine de bistrot. Ouais. Mais pas de bistrot au sens bistronomique, mais une cuisine de bistrot traditionnelle comme on peut la retrouver dans d'autres régions de France comme Lyon ou Paris. Par exemple, alors à Lyon, ça sera plutôt les bouchons. Mais le principe, c'est cette cuisine-là, cuisine traditionnelle française à base de produits frais et locaux. Ouais. Donc l'environnement, on en a parlé. Là où on est situé, donc on invite évidemment tout le monde à venir au bistrot de l'Hôtel de Ville, qui est ouvert, ce que tu disais d'ailleurs. 7 jours sur 7, de 9h à 22h en termes de service, c'est service continu. Alors un petit peu étonné quand même de ces horaires et puis cette amplitude. Et toute la semaine. C'est le principe même du bistrot. Donc, le bistrot, c'est l'endroit où on peut boire le petit blanc à 9h le matin, ou son café, ou prendre une viennoiserie, ou tout simplement un œuf avec un aioli maison, par exemple. On peut vraiment venir à n'importe quelle heure, c'est ça qui n'aura pas besoin de trop mémoriser finalement les jours et les heures, puisqu'on peut dire que c'est quasiment tout le temps ouvert. C'est ça. Le lieu quand même, parlant du lieu, du restaurant, sur le bâtiment ou même l'intérieur, c'est quand même un lieu d'exception. C'est un immeuble magique et un emplacement magique à l'intérieur. On a la chance d'avoir un plafond mouluré exceptionnel qui mérite d'être vu, effectivement. Alors vous n'avez pas les images, c'est sûr, mais en tout cas, on vous invite à venir et peut-être qu'on fera des photos. Pour les images, il faut juste venir. Ah, c'est exactement, on ne va pas prendre de photos. Allez-y directement parce que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Plafond du début du 19e a priori, mais l'histoire de cet immeuble était un peu compliquée parce que certains pensaient que la façade avait été plaquée. Ouais. Or en fait il s'agit d'une vraie pierre sculptée, d'une vraie vrai bâtiment qui a inspiré a priori l'immeuble qui se trouve là où il y a le casino d'ailleurs, qui se trouve à côté du théâtre. Alors justement on lève pas assez la tête justement, on regarde pas assez nos bâtiments et du coup notre histoire. Donc en venant, vous regardez un petit peu la façade avant de rentrer dans le bistrot, justement. Donc, on peut parler maintenant peut-être aussi de l'équipe, avant de parler du concept. Bien sûr. Alors, on est une équipe on a 5 personnes avec une volonté d'être 7 pour pouvoir tourner de manière effective. On a 4 apprentis. L'objectif pour nous étant effectivement de former des jeunes. Et de les former à ce que moi j'appelle la vraie restauration, c'est-à-dire pas ouvrir des poches plastiques, mais à savoir travailler le produit, à les former aussi au service, c'est-à-dire qu'ici on ne sert pas en tongs, on sert en tenue, et on apprend le service. On n'envoie pas des plats, on sert les gens. Et l'idée c'est vraiment de leur apprendre le métier, de leur apprendre ce que c'est qu'être au service d'un client quand on est dans la restauration. Est-ce que c'est pas très compliqué justement de trouver de la main-d'œuvre ou trouver des personnes? J'aime pas le terme main-d'œuvre, je vais être. Il faut le dire. Ce sont plutôt des collaborateurs et des professionnels dans le devenir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors oui, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué avec le Covid parce qu'effectivement, un certain nombre de jeunes, on avait des apprentis qui malheureusement ont lâché prise pendant le Covid.
Et alors c'était un peu compliqué. Après, c'est un métier exigeant, donc je ne peux pas demander aux gens à être autrement. C'est un métier de passion. C'est ça. Donc si on n'est pas passionné, c'est pas la peine de le faire. Et c'est pas la peine de perdre son temps à vouloir passer un diplôme si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. C'est un métier dur, c'est un métier exigeant, mais c'est un métier qui est tellement plein de plaisir. Je leur dis souvent, c'est le seul métier où tous les jours vous faites plaisir à des gens. Ouais, c'est très valorisant en plus, hein, vraiment. Vous donnez du plaisir, vous donnez du bonheur aux gens. Il y a peu de métiers qui donnent cette possibilité-là. Ouais, et puis particulièrement chez toi, parce qu'on va en parler du concept, on va un petit peu tout développer de ce côté-là. Donc justement, on peut parler un petit peu de... Si tu as envie de parler d'autre chose, du lieu ou... Non, simplement dire... Alors vous disiez tout à l'heure la place du Forum et la place des 3-6, en fait, ça reste la place des 3-6. Ouais. La place du Forum, c'était baptisé comme ça, mais au niveau de la Poste, c'est pas le cas. Et sur Google, ça n'existe pas, la place du Forum. Plus. Donc il faut vraiment taper place des 3-6. Puisque les gens aujourd'hui ne font que se déplacer avec Google. Donc, Exactement. c'est vraiment la place des 3-6. On est au numéro 8, donc en plein centre de la place. Et vous parliez de l'immeuble et de sa façade. On est au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a la statue de Mercure en haut. Et si les gens regardent bien, en premier étage, on a Bacchus, dieu du vin, et c'est reste déesse des moissons. Donc je pense qu'on est bien dans l'esprit. Exactement, ouais, tout à fait. Alors les couleurs, pour ceux qui vont venir, c'est noir et rouge. Hein. Oui. C'est ça. Oui. C'est un choix récent. Rouge et noir. C'est un choix volontaire. Ouais. Puisque rien à voir avec Toulouse, hein. Ouais. Absolument rien à voir avec Toulouse. J'ai voulu mettre du bleu, mais ça allait pas forcément avec ce qu'on faisait. L'idée, le rouge et le noir, c'est surtout c'est un symbole de restaurant à viande. Ouais. Voilà, quand on est rouge et noir, on est sur de la viande. On sert la viande dans une assiette noire et la viande elle est rouge. Ouais. Voilà. Alors sachant qu'on fait pas que de la viande, mais ici on travaille vraiment la viande. Oui, il y a aussi une grande carte de vin. On va en parler aussi juste après. Ça c'est pour le côté rouge. Alors du coup le concept, ouais, exactement le côté rouge, ouais. Le concept du coup. Donc le concept, il peut paraître compliqué, mais finalement il est très simple. Je m'amuse souvent à le dire, mais c'est retrouver ce qu'on trouvait dans les restaurants dans les années 80. Ici on ne travaille que du produit frais, on n'a pas de congélateur, on n'a pas de micro-ondes. Tout est fait à la minute. Donc je prenais l'exemple, on discutait en off tout à l'heure, mais je prenais l'exemple du tartare. Notre tartare d'Aubrac, il est dans le filet, ce qui se fait quasiment plus maintenant, alors que c'est le morceau du tartare et il est coupé au couteau à la commande. D'accord, ouais. Donc pour avoir plus frais, c'est un peu compliqué. Non, c'est sûr. Ouais. Quand on fait notre filet de poisson à la plancha, le filet il est levé, même chose à la commande. Donc c'est pas un filet qui est sous vide, qui sort d'une poche, qui a été débité dans une poissonnerie et qu'on reçoit dans un casier en glace. Non, on a des poissons entiers et on travaille nos poissons de A à Z. Tous nos produits sont travaillés de A à Z. Ouais. On travaille tout, ou quasi tout. Je vais faire une confidence. La seule chose qu'on ne travaille pas nous-mêmes, ce sont les anchois marinés. Mais pour tout le reste, tout est fait maison. Du fond de tarte à ceux qui connaissent, à l'appareil à crème prise pour nos tartelettes salées, en passant par le tiramisu, tout est absolument c'est tout du travail. maison. Oui, c'est énormément de boulot, mais pour moi, c'est ça un restaurant. Si on ne travaille pas le produit, si on sert à manger, on ne donne pas de plaisir. Quand vous travaillez votre produit, quand c'est du bon produit, on a souhaité choisir des bons produits, c'est-à-dire que nos produits viennent que de la région. Tous nos produits sont à moins de 200 km de Béziers. On va travailler l'Aubrac. Alors, je mets de la charolaise parce que je suis d'origine bourguignonne, donc c'est difficile que je passe à travers la charolaise. Mais peut-être qu'un jour, je ferai aussi une planche à dégustation avec cette race à viande sur le même morceau, que chacun puisse voir ce que c'est qu'une race à viande et une race à lait. Nos canards sont du Tarn, ils arrivent entiers. Et nous les débitons, nous levons les magrets, nous réalisons nos confits nous-mêmes ici, nous réalisons nos rillettes de canard ici. Le canard est travaillé de A à Z ici, comme il pourrait être travaillé dans une boucherie. Combien de temps ça met pour faire une rillette par exemple de canard là, elle est sur la carte, là je la vois là, pour de rillettes de canard. Le temps dépend aussi de la manière dont vous allez confire votre carcasse, puisque la rillette se fait avec la carcasse confite. Ouais. Donc vous travaillez votre carcasse jusqu'au bout. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça aussi, pour les jeunes en apprentissage, c'est s'ils n'aiment pas faire ça, il faut qu'ils changent de métier. C'est pas la restauration qu'ils veulent faire. Parce que la restauration, c'est ça. Du coup, pour ça, c'est vachement valorisant en tout cas, pour eux
En tout cas, c'est très valorisant pour eux de venir ici, de travailler ici, et puis vraiment d'apprendre réellement le métier, quoi, parce que peut-être qu'ailleurs... C'est celui-là. Quand ils font leur formation en CAP, ils vont lever 1 ou 2 filets de poisson dans leur année de formation, dans leurs 2 ans de formation, parce que le poisson est cher et que l'éducation nationale n'a pas toujours l'occasion d'en fournir. S'ils sont en apprentissage ici, ils vont lever 2 filets de poisson par service. Donc forcément, ils vont vite apprendre. Limite ici, c'est une école en fait. Hein. Je ne vais pas dire ça, j'ai pas cette prétention. Mais si je peux dire que c'est une école du goût, et ça serait bien. Ouais. Il y a une touche, il y a une marque, il y a quelque chose en tout cas. C'est le goût. Moi, je veux qu'ici, on redécouvre des choses qu'on ne connaît plus. Quand on me dit que votre viande, elle est un peu forte, non, c'est juste de la viande, la race à viande. C'est pas de la Holstein qui vient de Pologne, quoi. C'est juste de la race à viande. Voilà. Et ça, alors le projet il a débuté quand? Et puis est-ce qu'il y a eu une évolution du coup par rapport à ça, ou alors c'était vraiment l'idée de base? Non, ça a toujours été l'idée de base. L'idée c'était, moi j'ai tourné pendant des années sur un autre métier, à faire autre chose dans les restaurants. J'en avais marre d'avoir les mêmes goûts, les mêmes fonds de sauce, les mêmes frites surgelées, les mêmes morceaux de viande venant des mêmes vaches qu'on a réformées parce qu'elles produisaient plus de lait. J'ai envie de redécouvrir, de refaire des choses. Et les seuls vrais restaurants où je me suis amusé pendant 10 ans, c'est quand j'allais dans les Landes ou dans le Gers, où là on retrouve la tradition du savoir-faire culinaire. Et donc, parce que je tournais dans le Grand Sud. Hein. Donc l'idée, ça a été de dire, je vais faire découvrir ça, mais je vais le faire découvrir à la fois dans les plats, parce que c'est vraiment découvrir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, qui n'ont jamais connu, et notamment dans les milieux urbains. Et donc c'est leur faire découvrir ce que c'est qu'une cuisine traditionnelle française, au-delà du ragoût de bœuf, au-delà de ces choses que mamie faisait. Mais encore, je crois qu'ils ont oublié les goûts de mamie. Donc c'est aussi retrouver les goûts de mamie. Voilà, quand on faisait mijoter, quand je fais une gardiane, la gardiane, elle passe ses 48 heures dans le vin. Et c'est pas un ragoût de taureau, c'est vraiment une gardiane. Voilà, c'est l'idée générale. Quand on fait un dessert, on fait un vrai dessert. Ouais. On ne s'amuse pas, et on fait nos fonds de tarte. Quand on fait un riz au lait, on fait le riz au lait traditionnel qui existe depuis plus de 100 ans en France. Voilà. Et c'est ça qu'on va chercher. Je ne vais pas rajouter de la badiane, je ne vais pas rajouter de la vanille ou je ne sais quel autre artifice ou de quelques fruits exotiques. Non, ici on est un restaurant traditionnel et on utilise les produits qu'on a autour de nous, tout simplement. Donc oui, j'aurais pas de kiwi, même si on fait du kiwi en France aujourd'hui, mais j'aurais pas d'ananas dans mes desserts. J'aurais pas de fruits de la passion, j'aurais pas du yuzu ou de tout ce que vous voulez. C'est bien la cuisine internationale, ça prend juste le cargo et ça pollue la planète. C'est sûr, Il y a quelque chose à dire. Et donc du coup, tous les produits sont locaux, quoi. Tous les produits sont locaux, enfin tous. On en fait des crevettes, c'est sûr qu'on n'utilise pas de crevettes en Méditerranée, mais il en faut. Mais 80% de nos produits sont issus du terroir d'Occitanie, oui. Ouais. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de les valoriser. Enfin, je sors une anecdote toujours, les gens sont surpris de voir de la morue à ma carte. En disant, mais la morue n'est pas un poisson de Méditerranée. Non, certes, mais la morue est une tradition culinaire de Méditerranée parce que les pêcheurs de morue venaient chercher leur sel au Salingiro et en échange du sel qu'ils récupéraient, laissaient les filets de morue. C'est comme ça qu'on a la brandade nîmoise, c'est comme ça qu'on a l'aïoli marseillais. Donc la morue cuisinée est un produit méditerranéen. Produit locaux, mais on sent aussi qu'il y a un esprit en fait dans tout ça. Oui, moi je suis bourguignon d'origine. Ouais. Moi le terroir, je l'ai accroché au basket. Hein. Donc je ne peux pas, et là je suis dans un terroir que j'adore, et l'idée c'est de mettre en valeur. Ouais. Et je trouve dommage de ne plus trouver de chichoumaï par exemple. Donc ça je vais en remettre bien évidemment. Je trouve dommage de perdre un certain nombre de choses. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne fait plus et qu'on devrait refaire et qui sont du terroir biterroir. C'est remettre en avant en fait les produits biterroirs, enfin en tout cas les spécialités en tout cas. C'est mettre en avant, c'est dire voilà, ici il y a une histoire, il y a aussi une histoire culinaire et c'est juste la mettre en avant. Il n'y a pas que les tiels sétoises. Ouais. Tout le monde a oublié que les petits pâtés de Pézenas, ils ont d'abord été inventés à Béziers, avant d'être à Pézenas. Etc. Je veux dire, il y a une tradition qui s'est perdue parce qu'on est dans un système, je ne veux pas dire de malbouffe, mais où il faut toujours innover, toujours être au devant. Moi, mon innovation, c'est juste de revenir en arrière et d'être sur les traces de nos anciens. Ça, c'est une innovation que j'aime parce qu'on pourra toujours réinventer, on pourra toujours tout inventer, mais une gardiane restera une gardiane. Et une bourrite sétoise sera toujours une bourrite sétoise. Vous pourrez y mettre ce que vous voulez, une bourrite, ça reste une bourrite.
Voilà. Et quand je vous dis que je fais le tartare dans le filet, parce que le tartare, ça se fait dans le filet, point. C'est tout. Sinon, vous offrez pas du tartare, vous donnez de la viande hachée à des gens. Voilà, mais c'est pas un tartare. J'ai une anecdote qui m'amuse. Je fais un chili con carne de temps en temps. Et les gens sont surpris de voir des morceaux de viande dans mon chili con carne. Donc je suis obligé de leur expliquer que le chili, c'était juste la nourriture des cow-boys mexicains et que je les vois mal se balader avec de la viande hachée dans leur sacoche. Donc par voie de conséquence, c'est des morceaux de viande, c'est pas de la viande hachée. Ce que tu nous expliques, on a l'impression qu'on est un petit peu formaté en fait. Oui, au niveau des goûts, au niveau de tout ça. Et donc, et on est de plus en plus formaté et c'est triste. C'est dommage. Ouais. Et voilà, moi ce que j'essaie de faire ici, c'est de leur dire, voilà, venez voir ce que c'est, venez redécouvrir des goûts que vos grands-mères connaissaient. Voilà, un pot-au-feu, je fais du pot-au-feu quand c'est la saison. Mais mon pot-au-feu, il est avec une sauce gribiche et c'est le vrai pot-au-feu, quoi. C'est pas... voilà, venez redécouvrir juste ces goûts-là. Je fais des cailles farcies. Allez trouver un restaurant qui fait des cailles farcies aujourd'hui. Voilà, étant aussi à moitié jurassien d'origine, je fais aussi bon poulet au mori. Voilà, avec la crème et les yeux de beurre à l'intérieur. Voilà, mais c'est pas un poulet au mori revisité, c'est juste un poulet au mori. Voilà, c'est voilà. tout Alors, simplement. il n'est pas façon mer blanc parce que je veux pas, mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. C'est revenons au goût. Enfin, on a tous des souvenirs de goût, de plats, de desserts chez mamie, chez papy. Ben, retrouvons ces goûts-là. Justement, le retour du goût, justement, il y a des retours clients forcément, Oui. parce qu'il doit être un petit peu déstabilisé, puis au final, ça doit leur rappeler aussi pour Alors certains. ça dépend des générations. Il y a des Ouais, générations voilà, qui c'est sont ça. totalement déstabilisées. La génération ketchup a un peu de mal. Mais la génération mayonnaise maison, elle comprend mieux. Ouais. C'est sûr, ouais. Voilà, mais après, c'est aussi une évolution parce que vous avez aussi une génération, elle n'est pas ketchup, mais elle a l'âge des ketchup, mais qui, avec le Covid, elle est retournée aux cuisines, donc elle a redécouvert Oui, aussi. un Oui. certain nombre de goûts. Et on vous demande vos recettes. Ah, comment vous avez fait ça? Parce que j'aimerais bien le refaire. Je me suis retrouvé, alors là, c'est une autre anecdote, mais un retraité boucher qui est retraité ici, mais qui était boucher pendant des années à Lyon, qui est venu manger et on a eu tout un débat sur la terrine de campagne. Pour qu'il arrive à trouver mes ingrédients dans ma terrine qui, elle, est fait aussi maison. Ça permet vraiment un véritable échange avec. Ah, mais c'est un échange, effectivement. On échange sur le produit, oui. C'est ça, ouais. Bien Ça, c'est sûr. super sympa, quoi. Moi, c'est ce que j'aime. Et nos serveurs et Océane, que vous avez vu Ouais. en service, moi, j'essaie de leur apprendre ce que c'est. Voilà, quand on parle d'un plat, on parle d'une histoire d'un plat. Il faut savoir qu'un plat a une histoire. Et tout plat a une histoire. Et cette histoire, faut la raconter parce que c'est ce qui fait le sel du plat. Je vous parlais de la morue, mais c'est amusant de savoir que la morue salée, elle se cuisine en Méditerranée parce qu'il y a cette histoire-là Ouais, derrière. tout à fait, ouais. Et c'est des histoires humaines, de gens qui travaillaient Tout à et fait, qui ouais. n'avaient que ça pour se nourrir et qui n'avaient pas d'échange d'argent. Bah, c'est bien de le dire, c'est bien de le savoir aussi, puis. C'est expliquer aux gens tout le monde qu'un pense. plateau de fruits de mer en Méditerranée ne se fait pas avec des bulots. Voilà, ça se fait avec des escargots, avec des pointus, mais ça ne se fait pas avec des bulots, ça n'existe pas. Puis qu'on arrête de mettre un tourteau en Méditerranée. Enfin, je veux dire, si vous m'en trouvez un, vous me faites signe, parce que j'en ai jamais vu, moi. C'est compliqué quand même. C'est juste des choses comme ça, c'est juste retrouver l'essence des En fait, ça paraît tellement simple, mais en fait, on s'est un petit peu perdu à droite, à gauche, quand même, au niveau du. Oui, parce de qu'on tout est ça. dans une société de consommation. Ouais. Moi, avoir des gens qui veulent manger des avocats bio qui sont cultivés en Israël et qui arrivent par cargo, il faudra m'expliquer, je comprends pas. Ouais, c'est. Je comprends pas. toute Moi, je vais peut-être l'incohérence, pas ouais. avoir un légume bio, mais il est juste fabriqué il est juste cultivé à 20 km d'ici. Bien sûr, ouais. Les asperges, je les prends à Capestan, je vais pas aller prendre les Ouais. asperges des Landes. Ouais. Même si je les aime beaucoup, les grosses asperges blanches. Mais je vais prendre les asperges à Capestan et puis je ferai les asperges dans la saison. Ouais. Il y en a plus. Alors, justement, en parlant de ça, quand on est arrivé là, j'ai vu qu'il y avait un logo, une clé verte. Oui. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Alors on est labellisé Clé Verte depuis l'année dernière. Ce label, c'est un label éco-responsable en hôtellerie-restauration. Donc c'est le premier label international éco-responsable en hôtellerie-restauration. Donc il y a beaucoup d'hébergements qui l'ont, mais très peu de restaurants aujourd'hui. Je crois qu'on est une quinzaine en France. On est les seuls sur Béziers. Alors ça implique un certain nombre de choses. Ça implique à la fois, alors évidemment, ce que tout le monde connaît, à savoir le tri sélectif, Oui. les justes proportions pour éviter d'avoir à jeter. Ouais, aussi, ouais. Le juste travail du produit, c'est-à-dire que je peux me retrouver en pénurie au restaurant parce que je ne veux pas jeter. Donc le produit est frais, il y en a plus. Je ne vais pas sortir une poche de congélation ou acheter plus que j'en ai besoin
C'est dommage pour ceux qui viennent après, mais pour autant, ça veut dire que je ne vais pas gâcher, pas gaspiller, quoi. Il n'y a rien de pire pour moi qu'une viande jetée parce qu'elle est passée. C'est insupportable. Alors, c'est ça, c'est aussi tout un certain nombre de règles en termes d'hygiène. On ne va pas utiliser de produits chimiques ou trop de produits chimiques, même si les règles sanitaires nous l'imposent. Donc, nous, on est suivi par un laboratoire qui fait que derrière, l'ensemble de nos process sont validés. Ce qui nous permet d'avoir, en termes de nettoyage, on s'est amusé à le faire, enfin amusé, toute proportion gardée, mais en termes de traces Covid l'été dernier, sur nos tables, après le départ de clients. Et on l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire que notre désinfection est efficace et pourtant on n'utilise pas de produits chimiques. Ça va être le tri sélectif, ça va être les cartons qui sont pliés d'un côté, ça va être le verre qui est de l'autre. Ça va être dans nos approvisionnements chez notre brasseur en termes de bière, on privilégie les bières avec verre recyclable. Ça va être se fournir effectivement dans ce qu'on appelle le locavore aujourd'hui, c'est-à-dire à moins de 200 km de chez soi, les produits dont on a besoin. À part quelques exceptions près, bien évidemment. C'est juste une habitude à avoir en fait, parce qu'après c'est culturel. Après quand on a cette habitude-là... C'est pas forcément très compliqué, c'est pas jeter les coquilles d'huîtres dans la poubelle générale, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout bête. Le plastique, il se met à part. Et moins on en utilise, mieux on se porte. J'ai acheté de salades toutes faites dans des bacs plastiques. Ouais. J'achète mes salades au Halles. Je vais au Halles, je vais prendre mes salades au Halles, je vais aller chercher mes huîtres au Halles. Voilà, je vais au Halles, donc ça veut dire que je ne vais pas monopoliser un camion frigorifique qui va m'amener des huîtres. C'est tout un tas de petits détails, de petites choses comme ça. Nos sets de table, c'est du papier 100% recyclé. C'est tout un tas de petites démarches comme ça qui font que on a obtenu ce label dont on est fier. Et après, là aussi, on parlait de formation par rapport à nos collaborateurs, mais c'est aussi les former à ces gestes-là, sur la manière dont ils peuvent percevoir, parce que finalement, c'est pas notre monde à nous, on sera plus là, même quand il y aura des emmerdements. Mais eux, ils seront encore là. Donc si eux en prennent pas conscience aujourd'hui, on va pas y arriver, quoi. Donc c'est un peu ça. Ici, vous trouverez jamais d'ananas chez moi. Je veux pas qu'ils fassent de l'avion pour venir jusqu'ici. Ouais. Des bananes, j'en aurai jamais. Il y a des choses que je prends pas. Alors oui, j'ai besoin d'orange, j'ai besoin de citron. Donc effectivement, on les fait pas ici. Et un cocktail sans orange, les gens vont faire la tête. Et les huîtres sans citron, ils vont faire la tête un peu aussi. Donc voilà. Mais je vais privilégier une filière locale. Donc si j'ai des citrons à prendre, tant que je le peux, je vais prendre des citrons français. Voilà. L'idée, c'est celle-ci. Alors évidemment, il y a des choses que je peux pas faire. Mais vous ne trouverez pas ici, dans mes jambons, vous ne trouverez aucun jambon ibérique. Ouais. Alors je sais que c'est une exception en Béziers, puisqu'ils sont tous sur les jambons ibériques. Ouais, c'est sûr. Je ne trouverai aucun jambon ibérique. Il y a des cochons élevés en plein air en Cerdagne qui s'appellent le tirabucho. Donc la Cerdagne, pour ceux qui ne visualisent pas, on est sur la partie nord des Pyrénées, côté Catalogne française. C'est les cochons élevés en plein air. Ces jambons sont exceptionnels. Et je vais les chercher là, ou la montagne noire, mais je ne vais pas m'amuser à aller chercher du jambon qui vient de l'autre côté de la terre. Si je fais du plat en porc, c'est soit le tirabucho, si c'est du porc classique, ça va être du porc du sud-ouest. Je ne vais pas aller chercher du cochon qui vient de Pologne, débité en France. Ouais. On a bien compris. C'est ce genre de choses que en plus, ça m'insupporte. Voilà. En tout cas, c'est tout à ton honneur et vraiment, on encourage tout le monde à venir découvrir, parce que vraiment là il y a une découverte de produits, une découverte de plats. Et puis quels sont les produits on va dire entre guillemets phares, ou alors produits phares que tu aimes faire découvrir aux gens? Ce que j'aime faire découvrir, je reviens à mon tartare, mais le tartare dans le filet d'Aubrac coupé au couteau, ça vaut franchement le coup d'être goûté, c'est exceptionnel. Allez, venez le découvrir. Après, mon plateau de charcuterie qui est fait moitié de charcuterie occitane, moitié de charcuterie maison. Ouais. Là, c'est pareil, on n'en trouve pas partout. Donc cette terrine vaut le coup d'œil, honnêtement. Je ne vais pas me mettre en avant, mais la reprise de Covid m'a quand même... j'ai beaucoup envoyé de terrine et on m'en redemandait, donc tant mieux. Ouais. Voilà, nos canards qui sont tous faits maison, nos confits sont faits maison. Alors contrairement, j'ai eu des remarques de gens qui venaient d'autres régions me disant que le confit était un peu trop petit, mais une cuisse de canard reste une cuisse de canard. Voilà, et que les confits en boîte, c'est un confit de canard, c'est pas un canard qui s'effiloche, c'est une viande qui reste ferme mais qui a été cuite longtemps. Voilà, et dans la graisse bien évidemment, on fait les pommes de terre sarladaises, les vraies. Ouais. Voilà, à la graisse de canard. Quand on fait nos poêlées de légumes, c'est des vrais légumes, c'est pas du surgelé qu'on ouvre en poche, c'est des vrais légumes qu'on cuit, on travaille tout avec amour. Donc à la rigueur, venez pas découvrir une chose, venez découvrir plusieurs choses. On a
toute une liste de tapas qui vous permet de faire un repas complet avec plein de goûts. Derrière le restaurant, il y a un espace tapas. Il y a un espace tapas, il y a un espace bistrot, donc un espace pour les plus jeunes et pour les plus anciens, ou pour ceux qui veulent être plus jeunes tout en étant anciens. Ouais. Il y a aussi 2 terrasses, une juste devant et puis une sur la grande place qui est ouverte du 1er avril au 31 octobre, la grande terrasse. La petite, on l'a toute l'année. En tout cas, ça nous a donné... Et tous nos vins, parce que là j'insiste aussi, parce que j'y tiens, on a 50 références de vins, ils sont tous sauf un, parce qu'il me fallait un moelleux, que j'étais obligé d'aller chercher un Côte de Gascogne. Ouais. Mais pour tous les autres, ils sont tous du Languedoc-Roussillon. Et ils sont tous ouverts. On peut en citer peut-être quelques-uns. Pardon ? On peut en citer peut-être quelques-uns. Alors je ne vais pas en citer. Pour être encore plus clair, je vais juste dire une chose. J'ai choisi des propriétaires qui faisaient des vignerons qui faisaient non pas du vin à l'hectolitre, mais du vin travaillé. D'accord. Donc ici, vous allez découvrir des petites pépites. Et pour les habitués des assemblages, vous pouvez venir ici découvrir les cépages qui font vos assemblages, mais en monocépage et travaillé. Et j'ai eu quelques viticulteurs qui ont été très surpris de goûter un Carignan 100% et trouver ça excellent, alors qu'ils avaient l'habitude de le mettre en assemblage avec d'autres trucs. Ça, c'est ma touche bruyante qui fait que j'ai cherché ces vins et ce travail-là. L'exemple aussi, un coteau de Béziers, c'est l'Almacirsus en Alicante. Ce cépage-là est un cépage qui a été inventé par des Biterrois après la crise du phylloxéra. C'est un cépage totalement autochtone, qui est méconnu et qui franchement mériterait d'être connu. Et la coopérative de Cers fait un super boulot là-dessus. Donc voilà, quand ils sont venus, j'ai pas tout pris, mais celui-là j'ai dit je prends parce que franchement il y a un vrai travail. Ouais. Voilà. On voit que tu es vraiment un passionné, ça se sent, et puis ça s'entend probablement. Je sais qu'il y a peut-être des idées, enfin en tout cas, on va peut-être parler rapidement de la période du Covid. Oui. Comment elle a été vécue, et puis je pense que ça fait émerger dans la tête quelques petites idées pour la suite. Oui, alors le Covid a été compliqué, comme pour tous mes confrères. Ça a été difficile, on s'est posé des questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment ça va reprendre ? Pour autant, on a été franchement accompagnés, enfin en tout cas en ce qui me concerne, on a été accompagnés. Il y a les affres de l'administration, mais ça s'est plutôt bien passé de manière générale. On a été accompagnés par tous nos partenaires, très honnêtement. Et pour un restaurant qui venait d'ouvrir 2 mois et demi avant le premier confinement, c'était pas gagné. Non, c'est sûr. Ouais. Donc pourtant, on a été suivis, donc ça c'est plutôt très très bien. Après, ça a été l'occasion aussi de se remettre en cause. Et d'arrêter d'être sur ses acquis. Ça a été réfléchir sur une carte, réfléchir sur ce qu'on va proposer. Quelle va être la sortie du Covid, qu'est-ce que les gens vont vouloir. Et je pense que tous ceux qui vont nous entendre ou les uns les autres, on s'est tous retrouvés à être au fourneau chez soi parce que forcément il n'y avait plus de resto, donc on s'est remis à faire à manger. Et donc on a redécouvert aussi un certain nombre de choses. On a découvert aussi la difficulté de faire la cuisine. C'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Une pâte ça lève pas comme ça. Une viande ça se cuit pas comme ça. Donc peut-être qu'il y aura chez nos clients je ne vais pas dire un respect parce qu'il y est toujours, mais une meilleure compréhension de ce que c'est que le travail dans la cuisine. Et en même temps, nous, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de process. Clévert n'est pas innocent à ça. Ouais. Ça a été retravailler aussi l'environnement dans lequel on travaillait, améliorer un certain nombre de choses, se remettre en cause, quoi. Ça a été l'occasion de se remettre en cause, l'occasion de réfléchir, l'occasion de se projeter aussi. Même si ça n'était pas évident de savoir quand est-ce qu'on allait réouvrir, et se projeter en tout cas sur ce que voulaient les gens et sur ce que sera la société d'après Covid. Ouais, et je pense que de toute façon, ça ne sera plus la société d'avant Covid, ça c'est une certitude. Et donc à nous de correspondre à l'attente et de proposer quelque chose qui soit en adéquation avec ce que les gens ont envie. Et je crois qu'aujourd'hui on a plutôt envie de vrai. Ouais. De vrai, de réel. Je crois que les produits chinois, on a un peu fait le tour. Donc voilà, l'idée c'est redécouvrons ce qu'est notre terroir, redécouvrons ce qu'est notre pays. C'est un des pays les plus riches en termes culinaires au monde. Je ne vais pas dire que c'est le seul parce que les Italiens sont assez exceptionnels, les Japonais aussi. Mais en tout état de cause, on a un terroir culinaire qui est merveilleux. Profitons-en, découvrons-le. Et si beaucoup de mes confrères le faisaient, je serais ravi. Et voilà, il y a la mode Top Chef. Il y a la mode du revisité, mais il y a aussi la mode du revenons juste au réel, quoi. Juste à l'existence qui est là depuis des lustres et qui a toujours existé et qui finalement fait toujours plaisir aux papilles. Voilà.
Et à l'artisanal aussi, puisqu'on j'en ai pas parlé, mais j'en parlerai très rapidement. Mais nos bières, on a des bières locales, que ce soit Toria ou Keyswing. Donc Toria, c'est purement biterrois. Et Keyswing, ils sont à Mont-Blanc. Donc, et ils sont bio, les deux. Ils sont en démarche bio pour Toria et bio pour Keyswing. Voilà, notre objectif là aussi, c'est de faire découvrir des petits brasseurs. Et de ne pas prendre les mêmes brasseurs que les autres, puisque tant qu'à faire, tout le monde a sa place, et autant la donner aux autres, même si j'adore ce que font les autres. Et j'adore les autres brasseries biterroises dont je ne citerai pas le nom. Mais pour autant, voilà, l'idée c'est de faire découvrir d'autres choses. Donc en tout cas, tu es le bienvenu pour une prochaine réunion d'affaires, en tout cas. Ça sera, ça sera possible. Il y aura également, alors on va lancer à partir du mois de juillet, justement, à partir de ce mois-ci, donc des afterwork. Justement, ça sera l'occasion de réunir les membres du cercle des entrepreneurs biterrois, mais pas que. Également, toutes les personnes qu'on peut rencontrer lors de nos visites. Et c'est avec très grand plaisir, en tout cas, on te sollicite pour que tu puisses venir. Ça sera avec un grand plaisir que je m'y rendrai. Merci à toi. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de cette approche du cercle des entrepreneurs biterrois? Parce que ça fait 2 ans d'activité. Et qu'as-tu pensé de cet échange, de manière générale, en tout cas? Ou ta vision? J'aime le fait que les uns et les autres puissent se rencontrer et aller les uns vers les autres. On a tous tendance à être un peu pris par nos métiers, à être pris dans notre environnement. On est dans une société qui ne vit que de réseaux. Et quand on a un réseau, je parle de réseau professionnel, c'est-à-dire que les restaurateurs vont être avec les restaurateurs, les assureurs avec les assureurs, les juristes avec les juristes. Et ça enlève toute la richesse de la chose. On est d'abord tous citoyens d'un territoire. Et c'est à partir de ce territoire-là qu'on doit monter les choses et chacun y apportant sa touche ou en tout cas son expérience. Et voilà, ce genre de démarche me plaît beaucoup. Alors j'ai le temps qui m'est compté dans ce métier-là, évidemment, mais pour autant j'y apporte mon appui tant que ça sert les intérêts des uns et des autres et celui du biterrois et celui de nos entreprises. Et par voie de conséquence de la ville, de notre pays et de notre région. En tout cas, merci. Merci Nicolas de nous avoir reçus donc au bistrot de l'Hôtel de Ville, place des 3-6. Et puis on te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Et puis on invite évidemment tout le monde à venir découvrir le lieu. Pas tous en même temps, qu'on puisse vous servir de manière correcte. À venir en tout cas découvrir le lieu, puis la cuisine, et puis également son chef, également son restaurateur en tout cas. Merci en tout cas. Merci Nicolas. Beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'était Nicolas Webel de BHV Bistrot de l'Hôtel de Ville. Vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres épisodes de la saison 1, sur les plateformes de podcast Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Nous sommes en compagnie de Michael Doutot, le président de notre cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Bon, Nicolas, on l'a entendu, c'est un vrai passionné, c'est un personnage, mais alors il y a tellement de passion dans son discours, et quel lieu aussi, très heureux de cette visite au BHV, j'imagine. Ah, complètement. Je me suis régalé, tant au sens figuré du terme qu'au sens propre, si je puis dire. Oui. Nous n'oublierons pas, Mehdi, ce moment de partage sur la place des 3-6 à Béziers qui a tenu toutes ses promesses en termes de découverte. Nicolas Webel est un restaurateur passionné qui confère à son bistrot toute l'authenticité culinaire et régionale associée au charme patrimonial de son établissement entre la façade avec Bacchus ainsi que Mercure et le plafond impérial de sa salle avec les moulures du Premier Empire que je ne cessais de contempler. Quelle belle entrée en matière. Nicolas, dans sa politique d'innovation, représente le seul restaurant biterrois doté d'un service continu, ouvert 7 jours sur 7. Il a à cœur, et c'est tout à son honneur Mehdi, de mettre en valeur ses collaborateurs à travers son management et la formation au métier pour, d'une part, un service de qualité à l'égard de la clientèle, et d'autre part, parce qu'il considère aussi que ses apprentis sont des professionnels à en devenir. En raison de l'idée qu'il se fait de la valorisation du territoire culinaire, le passionné qu'il est veut donner du bonheur aux gens, à ses clients, en travaillant ses produits à la demande, ce qui en soi permet d'éviter les pertes et de prendre le temps de faire apprécier la saveur du produit à sa juste valeur. Vous l'aurez compris, Nicolas veut renouer le lien avec la cuisine traditionnelle française, une cuisine au goût des mamies, dont 80% des produits sont d'Occitanie. De plus, il a l'art de vivre et de faire vivre l'histoire d'un plat régional, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tout ceci lui ayant permis d'obtenir le label Clé Verte, en référence à une démarche responsable envers la protection de l'environnement dans laquelle il s'inscrit pleinement. Et ils sont seulement, Mehdi, 15 restaurants en France à en disposer.
Nous sommes très heureux d'avoir fructifié cet échange avec Nicolas Weibel et l'en remercions. Que nos auditeurs n'hésitent pas à aller découvrir le bistrot de l'Hôtel de Ville. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël, c'était très authentique en tout cas, on adore ça. C'était notre 12e podcast avec donc comme invité pour cette fois Nicolas Weibel de BHV Bistrot de l'Hôtel de Ville. Nous saluons d'ailleurs toute l'équipe. Donc c'est 8 places des 3-6 ouverts en non-stop. Si vous voulez une pièce de viande, même à 16h, Nicolas il nous l'a promis, il est là, il la coupe dans le filet, il la cuisine, il vous sert de 9h à 22h, 7 jours sur 7. C'est assez rare, donc bravo à lui et à toute son équipe. Vous pouvez consulter la page Facebook, vous tapez Bistrot de l'Hôtel de Ville Béziers. Nos podcasts à retrouver sur les plateformes d'écoute Ocha, mais également les géants Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Le SEB sur les réseaux sociaux, toujours la chaîne YouTube. Avec les vidéos, les infos, les podcasts, ça c'est sur le compte Twitter, la page Facebook, le profil LinkedIn. Nous étions très heureux de recevoir Nicolas Weibel cette semaine. Au revoir Mickaël. Au revoir Mehdi, et encore un grand merci à vous pour le professionnalisme dont vous faites preuve dans la réalisation des podcasts, donc au bénéfice de nos collègues entrepreneurs. Et c'est toujours un plaisir de venir à eux et avec vous. Et c'est partagé, merci Mickaël. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast, qui aura également tout son charme. Exactement. Et puis également, on va se retrouver nous pour le repas d'affaires du cercle d'entrepreneurs biterrois. Donc ça sera vendredi à la raffinerie. On se retrouve pour notre prochain podcast. Ça sera donc la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle initiative, un nouveau talent et un nouveau chef d'entreprise. Forcément, c'est toujours à nos micros et pas ailleurs. C'est la première émission podcastée du Biterrois sur les entrepreneurs, les entreprises. Nous en sommes fiers. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale et bonne semaine. Au revoir. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du SEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du SEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt.